on est ravis, de vous avoir avec nous ce matin. On va pouvoir échanger, autour d'une table ronde sur le recrutement et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Par contre, il y a des gens dont les caméras fonctionnent. Ça serait bien que vous coupiez vos caméras, s'il vous plaît. Voilà, merci. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Anne-Laure Thomas-Briand, qui est directrice diversité et inclusion, de L'Oréal. Bonjour à tous. Heu, j'ai également, le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous David Hertz, qui est, qui est dirigeant fondateur du cabinet Tell Me the Truth. J'ai bien prononcé, David? T'as bien prononcé, par contre, c'est une agence de communication Ah, excuse-moi, c'est pas un spécialisée sur les sujets cabinet. du handicap et de la diversité. Mais bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Je t'en prie. Et puis, nous avons également Aurélien Baucan, donc qui travaille sur les questions de RSE, au sein du cabinet, Page Group avec nos clients. Hem Et Bonjour. on va donc travailler avec vous sur, ces questions d'inclusion et de recrutement de personnes handicapées. Je suis désolé de revenir sur ce point technique. Gabriella, on a des personnes qui sont, connectées avec caméra. Je demanderai aux personnes qui, sont connectées, qui n'animent pas la réunion, de couper leur caméra. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est mis alors que ça ne devrait pas être possible. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Comment ça va se dérouler? On va avoir une petite phase de présentation, que je vais animer. On va également, ensuite avoir, une présentation d'une étude qu'on a réalisée l'année dernière, avec l'AGFIP qui va être présentée par Aurélien et on aura ensuite, un échange donc avec, Anne-Laure, avec, David et avec Aurélien, en 2 phases. Une première phase, où on aura des messages en direction des entreprises puisque oui, ce matin, on a un double public. On a un public, à la fois entreprise et un public à la fois, personnes en situation de handicap en recherche d'emploi ou personnes intéressées par les questions de handicap, mais qui ne sont pas, chefs d'entreprise. Et donc on aura 2 tours de table, un tour de table sur les questions d'entreprise. Comment au sein d'une entreprise, je peux, animer, cette politique recrutement, de handicap et puis comment en tant que personne en situation de handicap en recherche d'emploi, je peux, postuler en entreprise. Quels conseils vous me donnez pour postuler en entreprise? Voilà, avant de passer à ma présentation, je redemande aux personnes qui ne participent pas à l'animation de bien vouloir couper leur caméra et leur micro, s'il vous plaît et je vais tout de suite commencer, cette présentation. Si mon ordinateur en est d'accord. Hop. Alors, c'est un peu long, je suis désolé, ça se charge. C'était une pré donc je voulais simplement vous rappeler, rapidement quelque chose que vous devez tous connaître, j'imagine puisque, parmi vous, de nombreuses personnes ont des connaissances assez poussées en matière de handicap, j'imagine, mais comme je ne suis pas certain que ce soit le cas de tout le monde, nous ne pouvons pas, économiser, cette présentation très générale sur ce qu'est le handicap. Donc je voulais commencer par quelque chose de très simple, c'est-à-dire, la définition que le code du travail nous propose en matière de handicap. Donc, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc l'AGFIP donnait un exemple pour illustrer cette définition. Mon mal de dos m'empêche de pouvoir porter du matériel. Alors, quand on parle de handicap, on a souvent une représentation et quand on fait un sondage, si on, dans la rue, pour vous, c'est quoi le handicap? Les personnes vont souvent nous dire, c'est le fauteuil ou la canne blanche. En fait, vous le savez tous, hein, le handicap, c'est beaucoup plus divers que le fauteuil et la canne blanche. Ça va être également, bien sûr, des handicaps, visuels, soit des handicaps visuels, qui vont être une cécité complète, mais ça peut aussi être, des difficultés à voir ou différentes maladies, qui vont, toucher la vue, un handicap mental, des maladies invalidantes, parmi lesquelles on va avoir, du diabète, par exemple, des grosses allergies, c'est aussi dans cette catégorie qu'on va classer, l'impact du traitement,
et la fatigabilité, entraînée par un cancer, par exemple, ou l'épilepsie. Et puis on a évidemment, les autres formes de handicap, celles qui, dont on a parlé tout à l'heure, hein, le handicap moteur. Donc le handicap moteur, on va avoir donc des rhumatismes, des malformations, une lombalgie. Et puis, on a vu les handicaps de la vue, il y a d'autres handicaps sensoriels, ceux qui touchent l'audition. Et enfin des handicaps qu'on a commencé à travailler, il y a peu de temps, enfin peu de temps, une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, pardon, les handicaps psychiques. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le tour rapidement des grandes familles de handicaps, des grands types de handicaps. Hem, pour continuer ce panorama rapide avant de donner la parole à Aurélien, je vais juste, vous décrire un peu la composition, de la population qui, se déclare, en tant que bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité, travailleur handicapé. Donc si on regarde les personnes qui ont une RQTH, alors le chiffre de la GFIP, c'était, 2 000 000 de personnes, 2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative du handicap. Alors, c'est un chiffre qui va dépendre, de si on regarde uniquement la population, active ou si on va également prendre la population, qui ne travaille plus. En revanche, voilà, donc on est sur, donc la grande majorité, 45 de personnes qui ont handicap moteur. Ensuite, des maladies invalidantes, ça va être une grande partie, des personnes en situation de handicap, des handicaps psychiques et puis handicap auditif, handicap mental et handicap visuel. Des plus petits pourcentages, donc c'est du coup assez, normal que les gens aient en tête le fauteuil comme représentation du handicap si on regarde les 45 de maladies invalidantes. En revanche, on voit que cette image, éclate complètement, en éclats, pardon. Cette image, ne peut pas rester puisque, on a maladie invalidante 20, c'est quand même très fort. Donc en entreprise, on peut avoir des personnes qui ont des diabètes, qui ont des traitements lourds, handicap psychique 13, c'est des chiffres qu'on ne peut pas ignorer. Et puis ensuite, quand on regarde, pour aller un peu plus loin dans ce panorama, heu, la catégorie, socio-professionnelle, en fait, des personnes qui ont un handicap, en fonction de si elles ont une reconnaissance ou pas, eh bien, on voit que, la majorité des personnes qui ont une reconnaissance, sont ou ouvriers ou employés, avec des professions intermédiaires à 20, et que les cadres représentent 8 de cette catégorie. En revanche, dans la catégorie des personnes qui n'ont pas de reconnaissance de leur handicap, on voit une proportion d'ouvriers un peu moins importante, et d'employés un peu moins importante. Par contre, la catégorie profession intermédiaire et cadre est plus large. Ce qui va, nous permettre d'avoir un échange en deuxième partie, de table ronde sur justement peut-être l'impact de déclarer ou pas sa RQTH au cours d'un entretien ou même dans sa vie au cours de l'entreprise. Je vais passer la main à Aurélien pour continuer, cette présentation. Il va vous présenter des grands enseignements d'une, étude qu'on a réalisée en 2019 et 2020 avec la GFIP, et il va justement revenir sur, 3 grands volets. Il va revenir, sur la vision qu'ont les entreprises du handicap, les salariés qui n'ont pas de reconnaissance de handicap, qui n'ont pas de handicap, et puis les salariés qui sont reconnus, travailleurs handicapés ou qui ont un handicap sans être reconnus travailleurs handicapés. Aurélien, je te passe la parole, et je passe le slide sur les entreprises. Oui, bonjour à toutes et à tous et puis merci de nous rejoindre et d'être aussi nombreux. Effectivement, merci Vincent. On a réalisé une étude, qui est sortie en mai 2020, l'année dernière, sur la perception du handicap, en entreprise, en s'intéressant vraiment à 3 populations. Une première population qui est celle des décideurs, donc des directeurs généraux, des DRH, et également des, responsables de mission handicap. Une deuxième population qui était, les salariés, qui ne sont pas en situation de handicap, et une dernière population, donc les personnes les plus directement concernées, donc les salariés en situation de handicap. Je fais une petite parenthèse. L'idée, en fait, de lancer ce genre d'études chez Page, c'est aussi de pouvoir profiter finalement de la richesse de nos contacts, tant candidats que des clients, pour proposer des données, du contenu intéressant et pertinent pour tout simplement tous les publics à qui on s'adresse. Donc là, effectivement, on est sur une étude handicap. On a pu le faire sur les conséquences du Covid sur le marché de l'emploi, plus récemment sur la féminisation des entreprises. Je pense que dans les mois à venir, on sera en même de vous proposer aussi des échanges sur ces sujets.
Sur ce qui nous concerne aujourd'hui, sur la perception du handicap en entreprise, donc Vincent l'a précisé tout à l'heure, c'est un partenariat qu'on a développé avec la GFIP pour porter un maximum en fait les résultats de cette étude. Alors qu'est-ce que dit cette étude? Tout simplement déjà, on se rend compte que les représentations sur le handicap, sur les 3 populations que je viens de citer, elles ont quand même un peu la vie dure et elles perdurent. Si on s'intéresse déjà aux entreprises, bon, vous le voyez en fait dans le petit récap qui s'affiche là. En fait, on se rend bien compte que la prise du handicap n'est pas la même selon la taille de l'entreprise. Donc, si je résume, premier enseignement, plus l'entreprise est importante, plus elle va avoir des moyens alloués en termes d'effectifs, en termes d'information, en termes de communication et en termes, j'ai envie de dire, d'ateliers et d'accompagnement de ses collaborateurs sur ce sujet du handicap. Bon, on n'apprend pas grand-chose sur cette slide par rapport à ce qu'on sait déjà, mais ce qui est confirmé, c'est qu'en 2020, je vais même aller plus loin en 2021, parce que ça fait qu'1 an que cette étude existe, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment peut-être pour les petites entreprises ou des petites structures qui n'auraient pas forcément les moyens ou qui n'auraient pas forcément le niveau d'accompagnement nécessaire pour parler de ce sujet-là. Deuxième enseignement, en fait, pour ce qui concerne notre deuxième cible, les salariés non en situation de handicap. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont considérer qu'il n'y a pas vraiment de frein à l'embauche des salariés en situation de handicap en entreprise. C'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, elles se disent que quelque part, que vous soyez en situation de handicap ou non. Vincent, tu peux peut-être appuyer sur la deuxième. Voilà, c'est une affiche réactive. Merci Vincent. Elles peuvent, finalement, ces personnes, elles vont se dire que peu importe que la personne soit en situation de handicap ou non, il n'y a pas de raison qu'elle soit moins ou plus intégrée qu'une autre. Par contre, il y a quand même 3/4 des salariés qui vont considérer que c'est quand même compliqué d'évoluer en entreprise, notamment de prendre des responsabilités en tant que cadre. Et donc, ça confirme une représentation qu'on a depuis longtemps par rapport au monde du handicap, qu'une personne en situation de handicap serait cantonnée à certains métiers. Je pense notamment à l'assistanat, je pense notamment à des métiers comme les services généraux et la logistique. Et c'est donc bien ça qu'il faut pouvoir changer. Dernier enseignement sur cette population, sur la politique des quotas, on en discute beaucoup de savoir effectivement est-ce que la politique de quotas va changer les choses ou pas. On a quand même la moitié des personnes interrogées sur les salariés non travailleurs handicapés qui considèrent que c'est quand même une bonne chose et que ça va favoriser réellement l'emploi des personnes en situation de handicap. Encore faut-il penser justement cette politique, non pas seulement en termes de recrutement, mais aussi en termes de politique d'inclusion, donc de pouvoir communiquer, de pouvoir parler de cette thématique au quotidien dans l'entreprise. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans les échanges avec Anne-Laure et David. Enfin, troisième enseignement sur les salariés travailleurs handicapés. On sait aujourd'hui que 75% des candidats que nous allons voir, nous, en tant que cabinet de recrutement, ou que même que les entreprises vont rencontrer en entretien, ne vont jamais parler de leur situation de handicap. Pourquoi? Alors, on pourrait penser que la première raison, ce serait celle de la peur d'être discriminé, ou donc dans le cadre d'un recrutement, ou la peur du changement de comportement de la hiérarchie. En fait, vous voyez dans le résultat de cette étude que finalement, cette raison-là, elle apparaît en deuxième position. C'est 1/3, en tout cas, des salariés en situation de handicap qui pensent effectivement qu'il y aura un changement de comportement ou un risque de discrimination. Finalement, la première raison, et ça c'est assez nouveau finalement dans ce qu'on peut voir dans les représentations sur le handicap, la première raison, c'est vraiment celle que les personnes ne voient pas l'avantage de déclarer leur handicap. C'est-à-dire que souvent, elles vont considérer que les entreprises vont chercher à recruter pour entrer dans le respect de leur politique de quota, mais que derrière ça, elles ne vont pas forcément accompagner ou ne pas forcément donner les informations nécessaires par rapport aux situations de handicap. Et enfin, la troisième raison, c'est vraiment pour 1/3 des personnes qui ont répondu, que la procédure administrative est un peu trop lourde, donc dans le process de reconnaissance de la RQTH, mais également dans le processus d'accompagnement au sein des entreprises qui parfois peuvent se retrouver un petit peu perdus dans le parcours du combattant pour accompagner leurs collaborateurs.
Et puis, je voulais quand même vous rajouter ce petit élément qui est quand même important. Sur les salariés en situation de handicap et en situation cadre qui nous ont répondu, on a quand même la moitié qui sont à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an, qui montre quand même que on est quand même dans une situation où ces personnes sont discriminées plus que d'autres, en fait, sur le marché de l'emploi et qu'elles ont plus de difficultés à trouver un emploi. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation très rapide, puisque l'idée, c'est de vous donner des données, mais c'est surtout aussi de pouvoir échanger avec nos invités sur des solutions concrètes et sur les conseils qu'on peut donner tant aux entreprises qu'aux candidats en situation de handicap qui cherchent à se positionner et à trouver un emploi sur le marché. Merci beaucoup, Aurélien. Bon, a priori, vous voyez les slides, même si j'ai l'impression que tout le monde ne les voit pas, donc je vais arrêter de partager pour l'instant. Je reviendrai tout à l'heure. Je voulais commencer par Anne-Laure, mais on a perdu sa caméra. On est en train d'essayer de lui remettre. Donc, je vais commencer par David. Non, elle est revenue. Ça remarche. Donc, Elle est revenue. Parfait. Vous voulez. Tout me va. Parfait. Donc, je vais commencer par Anne-Laure, du coup. Donc, Anne-Laure, et d'ailleurs, David et Aurélien, je vais vous interroger à tour de rôle en vous posant cette même question. Cette question qui est, quel conseil aujourd'hui vous donneriez aux entreprises qui souhaitent s'engager dans une politique en faveur du handicap? Parce que c'est un sujet qu'on entend depuis de nombreuses années, mais on se rend compte qu'il y a des entreprises qui s'étaient pas mis à fond dans ce sujet-là, pour différentes raisons. Donc aujourd'hui, celles qui souhaitent s'y mettre, quels conseils vous leur donnez? Ou des entreprises qui ont commencé à travailler sur la question du handicap, mais pour qui ça n'est pas suffisamment, alors je vais dire un gros mot, mais efficace. Voilà. Donc Anne-Laure, je vais commencer par toi. Du coup, quel conseil tu donnerais à ces entreprises? Alors, merci beaucoup, Vincent. Juste un petit mot parce que je voulais te remercier. Je voulais remercier Aurélien, Gabriella et plus généralement Page Group pour l'organisation de cette table ronde. Parce que c'est un vrai plaisir pour moi d'être là ce matin, pour commencer. Et c'est un vrai plaisir parce que je trouve que c'est une belle opportunité d'échanger entre nous sur ce qu'on fait en matière d'emploi des personnes en situation de handicap et pouvoir également nous adresser à toutes les personnes là qui sont là en situation de handicap pour voir comment on peut travailler ensemble parce que tous les sujets de la diversité sont des sujets de rencontre, d'échange, de partage. Donc, merci de nous donner cette opportunité de partager. Après, moi, j'ai noté des petites choses qu'on fait. Alors, c'est plus des pratiques qui fonctionnent bien chez nous. Je ne dis pas qu'il y a une bonne méthode ou une moins bonne méthode. Je pense qu'il y a plein de choses à faire différentes qui vont être très complémentaires. Donc, vraiment, l'idée, pour moi, c'est de partager les choses qui ont fonctionné au sein du groupe L'Oréal que j'ai pu mettre en place et la façon dont je vois la diversité et plus spécifiquement le sujet du handicap. Après, encore une fois, voilà, c'est juste pour essayer d'inspirer et reproduire, sachant qu'il y a plein de petites actions qui peuvent se faire également sans avoir un gros budget derrière. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi. Effectivement, moi, je représente un grand groupe, mais il y a plein d'actions que je mets avec des tout petits moyens, voire pas de moyens, parce qu'on est sur l'humain. Il y a des choses qu'on peut faire comme ça, entre nous, en partageant. Donc, je trouve que c'est aussi important de le rappeler. Donc déjà, au sein du groupe, moi, je pense qu'on parle bien des sujets quand on les connaît. Hein. Et donc, j'ai tendance à donner la parole systématiquement aux collaborateurs, aux collaboratrices qui sont en situation de handicap. Bien sûr, ceux qui ont envie, parce qu'on le sait, le handicap est confidentiel. Et donc, c'est vraiment à chacun, à chacune de se dire, moi, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de témoigner. Parce que souvent, on va avoir, et Vincent le disait tout à l'heure, une représentation du handicap d'une personne en fauteuil roulant, d'une personne avec une canne. Effectivement, c'est du handicap, mais il y a énormément d'autres situations de handicap et de nombreuses situations où le handicap ne se voit pas. Donc, j'essaie vraiment de donner la parole à l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés pour parler de leur maladie de Crohn, pour parler de leur diabète, de leur asthme, pour parler de leurs problèmes de cœur. Et je multiplie tous les supports parce qu'on est surchargé par plein de communications et donc j'essaie de trouver beaucoup de vecteurs de communication. Ça peut être par exemple des mails que j'envoie aux collaborateurs. Alors, j'en fais pas 15 000, hein, mais j'en fais quelques-uns bien ciblés pour rappeler ce qui est fait et pour expliquer également ce que fait le groupe et l'importance de l'inclusion. Je pense que c'est essentiel de toujours rappeler, je parlais tout à l'heure de confidentialité, je pense que c'est important de rassurer. Donc, je fais parler mes collaborateurs, soit au travers, par exemple, de petites vidéos. Je les fais parler, donc ça peut être diffusé sur les écrans plats, ça peut être envoyé par mail. J'ai fait il y a 3 ans un talk handicap où en fait les collaborateurs, certains de nos collaborateurs ont parlé devant l'ensemble des collaborateurs, devant
en amphithéâtre chez nous, donc pas l'ensemble des collaborateurs en France, mais ça a été filmé et après on l'a envoyé à tout le monde. Et à un moment, on commençait nos réunions par ces vidéos. C'est un format TEDx. Donc c'est 10 minutes de prise de parole sur, là ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je travaille dans le groupe L'Oréal, ça fait 10 ans que je suis ta collègue ou ton collègue, je te l'ai jamais dit, mais j'ai ça. Donc par exemple, moi quand j'arrive le matin, ça fait 3 heures déjà que je suis levée et j'ai des douleurs extrêmement importantes parce que j'ai une spondylarthrite. Et en fait, les gens se sont dévoilés et ça a été vraiment un point de départ sur la libération de la parole autour du handicap. Après, on a fait des campagnes d'affichage pour en parler, qui toujours dans cette idée de pouvoir se sentir à l'aise d'en parler. Je vois les questions un peu en même temps, donc je vais essayer d'y répondre sur les ambassadeurs sur le sujet du handicap. En fait, moi, je suis convaincue que les sujets de la diversité, de manière générale, ne doivent pas être portés par une direction de la diversité. En tous les cas, pas que. Il en faut une pour impulser, pour donner le tempo, pour donner le sens, pour donner la stratégie, mais ça doit être porté par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est ça l'inclusion. Donc effectivement, moi j'ai mis en place des groupes de collaborateurs qui ont envie de s'engager sur les sujets et qui vont m'aider à les déployer sur l'ensemble de mes sites ou dans mes usines ou dans mes centrales. Je travaille aussi beaucoup avec les médecins du travail, avec les assistantes sociales. Donc nous, on a la chance d'en avoir intégré. Je sais que c'est une grande chance, mais on travaille vraiment en collaboration parce que en fonction des personnes, et encore une fois, c'est une histoire aussi de personnes et de rencontres, on va se sentir plus libre d'aller parler à l'assistante sociale ou à l'infirmière, à son médecin, à son RH, à son manager. Et donc, c'est ça qui est important. Quand on met en place une politique en entreprise, selon moi, c'est de permettre aux collaborateurs, aux collaboratrices d'aller se confier ou d'aller en parler à la personne vers qui elle va se sentir le plus à l'aise. Et puis, j'essaie de communiquer également sur ce qu'on fait, c'est-à-dire sur les mesures. En quoi ça peut être important pour un collaborateur ou une collaboratrice de parler de son handicap? Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui? Ça aussi, c'est important. En termes d'aménagement de poste, en termes d'aménagement de temps de travail, en termes d'accompagnement. Et puis rassurer également. Rassurer sur l'évolution de carrière, parce que c'est bien de faire venir les gens au sein d'un groupe, mais c'est bien aussi de travailler sur le maintien dans l'emploi quand il y a besoin et sur l'évolution de carrière. Juste une toute petite question avant de passer la parole à David. Tu as dit que tu utilisais différents canaux. Est-ce que tu as noté qu'un canal? Est-ce que les vidéos envoyées par mail? Est-ce que, des documents mis sur l'intranet? Est-ce que des liens? Est-ce qu'il y en a un qui marche mieux que les autres ou est-ce que, c'est la répétition qui est efficace? Alors, c'est sûr, la répétition est efficace et elle est incontournable. J'ai quand même le sentiment qu'il y a 2 points qui ont mieux fonctionné que d'autres. C'est le taux handicap dont je parlais, quand les collaborateurs, c'était aussi l'effet de surprise, pour la première fois, on parlait, et quand ces mêmes collaborateurs avec d'autres collaborateurs ont témoigné et qu'on a fait des campagnes d'affichage, des grandes campagnes d'affichage sur l'ensemble de nos sites. Ça a très bien fonctionné, mais je m'aperçois aussi qu'il y a une accélération On t'a de... perdu, Anne-Laure. Ah bon? J'ai pas bougé, moi. Je pense que ton micro fonctionne toujours, mais c'est le réseau. Ah non, on t'a pas il y a que moi qui l'ai perdu, d'accord, pardon. Alors, je continue. Mais c'est ça qui est bien dans le direct. Et justement, j'allais en parler. Ce qui a aussi beaucoup changé les choses, c'est Teams, en fait. C'est le confinement qui a permis aussi une accélération d'avoir accès à plus de collaborateurs et donc de faire des tables rondes aussi en interne pour parler, pour expliquer et pour que chacun puisse se sentir écouté s'il a envie, bien sûr, d'aller parler. Merci beaucoup Anne-Laure. Désolé pour l'interruption, j'ai vraiment cru que nous Aucun t'avions perdu, souci. mais c'était moi qui m'étais perdu. David, je suis ravi de vous avoir retrouvé. En préparant cette réunion, David, tu m'as, dit quelque chose qui m'a étonné. Tu m'as dit: «Pour parler de handicap, faut pas utiliser le mot handicap». Alors, moi ça m'esbodie au plus haut point. J'aimerais bien que tu m'expliques tout ça. Alors, bah oui, très, très volontiers. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas parler du handicap? Alors, j'étais un peu provoque, mais ça permet d'entrer dans le sujet. Parce que ce qui va caractériser le sujet du handicap par rapport aux autres sujets de la diversité, c'est que le handicap est une des rares communautés dont personne n'a envie de faire partie. Et quand on interroge des salariés en entreprise, la plupart du temps, des salariés qui sont déclarés, qui ont la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ils nous disent, mais vous savez, moi, je ne suis pas handicapé parce que j'arrive à faire telle ou telle chose. Et c'est là qu'on voit que la communication est hyper importante. Pourquoi? Parce que le mot handicap, dans la culture française, va renvoyer à une impossibilité de. Nous, on part plutôt d'une vision anglo-saxonne, où en Angleterre notamment, on parle très rarement de disabled people, donc de personnes handicapées. On parle plutôt de people with special needs.
donc des personnes avec des besoins spécifiques. Et si vous adressez à un salarié, il va vous dire « j'ai mal au dos, j'ai du diabète ». S'il est en confiance, hein, et je rebondis sur ce que disait Anne-Laure tout à l'heure, qui a presque tout dit, et qui a tout à fait raison, les clés du sujet, ça va être le climat de confiance. Est-ce que mon salarié va oser me parler de ses besoins spécifiques, va oser faire son coming out, va oser venir vers moi? Ça va être la rencontre. Effectivement, il faut, pour que la personne ose me parler de ses besoins spécifiques, qu'elle ait confiance en moi, mais aussi qu'elle comprenne le sujet, qu'elle comprenne la politique handicap de mon entreprise, et donc que je sois en capacité, moi, employeur, de m'adresser à elle de façon à ce qu'elle reçoive le message, et je vais revenir sur les canaux dans une seconde, et qu'elle comprenne le message. Quand je dis qu'elle reçoive, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer, quand on déploie une com sur le sujet, que les canaux que j'utilise correspondent bien aux habitudes de mes employés. Si j'ai une organisation décentralisée avec par exemple des sites de prod et que j'organise une conférence au siège, bah forcément, les salariés qui sont sur des sites de prod ne vont pas pouvoir être là. Si je lance une campagne digitale et que mes salariés n'ont pas accès au digital, forcément, ils ne seront pas, la campagne ne sera pas vue. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je vous promets qu'on reçoit certains briefs qui ne tiennent pas compte de ces aspects-là. Si tu veux que je diffuse, que je montre une ou deux campagnes que tu nous as montrées, n'hésite pas à me dire, hein. Ouais, je te dirai dans une seconde. Merci beaucoup, Vincent. Ensuite, il faut utiliser les bons mots, c'est-à-dire utiliser un langage simple que les salariés sont en capacité de comprendre. Et encore une fois, si je leur dis si vous êtes handicapé, je suis là pour vous, ils ne viendront pas parce qu'ils ne se considèrent pas comme des personnes handicapées. Et avant de passer à la campagne, j'ai juste peut-être précisé un point. Tu disais, Vincent, tout à l'heure qu'il y a effectivement 2 700 000 personnes qui sont déclarées travailleurs handicapés en France, mais la population est bien plus large que ça. On a en général, on divise la population en général en quatre grands groupes. On a les travailleurs handicapés qui ont déclaré leur handicap auprès de leur entreprise. Ceux-là, c'est ceux qui sont recensés. On a les travailleurs handicapés qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou un autre titre, mais qui n'en parlent pas à leur employeur, soit parce qu'ils ne sont pas en confiance, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, soit parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça peut leur apporter. Ils sont aussi recensés, ceux-là. Ils comptent aussi dans les 2 millions, puisqu'ils ont une RQTH. Ils comptent dans les 2,7 millions, mais ils ne comptent pas dans le taux d'emploi de l'entreprise, puisqu'ils n'ont pas fait part de leur reconnaissance auprès de leur employeur. On a ensuite, comme le disait l'un d'entre vous tout à l'heure, je ne sais plus qui, désolé, ceux qui savent qu'ils pourraient être reconnus, mais qui ne font pas les démarches. Et donc là, l'entreprise a un rôle aussi à jouer en disant qu'elle peut les accompagner pour faire les démarches. Et on a enfin ceux qui ne savent pas qu'ils pourraient être reconnus travailleurs handicapés et qui ne voient encore moins à quoi ça sert parce qu'ils considèrent que leur diabète, leur problème de vue n'est pas handicap. À titre d'exemple, il y a 3 ans, j'ai rencontré en 3 semaines 2 personnes, 2 informaticiens qui m'ont tous dit, les 2 m'ont dit la même chose dans 2 entreprises différentes, je suis aveugle d'un œil, je ne pourrais pas être reconnu travailleur handicapé, n'est-ce pas? Parce qu'ils estimaient que, comme tu le disais tout à l'heure, le handicap, c'est la cécité complète. Donc, il est important de communiquer et c'est pour ça qu'on est agence de communication parce qu'on pense que la communication est là pour faire évoluer les comportements. Alors là, du coup, je veux bien que tu passes la campagne NJ, Vincent, si tu veux bien, qui va vous montrer très concrètement de quelle manière on s'adresse aux salariés sous l'angle de ses besoins spécifiques. Des besoins spécifiques, on en a tous. Et dès qu'on ne parle pas de mon handicap, mais qu'on s'adresse à la population avec des mots simples et des solutions, on met l'angle sur les solutions qu'on peut mettre en place. Donc, vous voyez ici, problème de dos évoqué, solution trouvée, trouble de l'audition évoqué, solution financée, besoin de soins évoqués, horaire aménagé. Donc, on met l'accent sur les solutions, ce qui permet, une fois que les personnes comprennent à quoi sert de déclarer leur handicap, là, il est certain qu'elles viennent vers les RH, vers la mission handicap lorsqu'elle existe, pour mettre en place ces solutions qui, in fine, vont leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Voilà un petit peu la manière dont on procède. J'espère que j'ai à peu près respecté le temps de parole qui était imparti.
Ah, tout à fait et tu as été très clair. Une petite question, alors je sais, on la prendra peut-être à la fin, mais je vous la donne tout de suite pour que vous puissiez commencer à y réfléchir par rapport à la partie entreprise. Est-ce qu'on, échange avec les partenaires sociaux, sur, la mise en place de ce projet? Voilà, donc vous pourrez Oui, répondre tout à l'heure si on a le temps de faire le tour de table et on puis, peut répondre tout de suite si tu veux, ah d'accord, Vincent. pardon, vas-y, Pardon. bah, réponds tout de suite alors. Oui, en général, on échange avec les partenaires sociaux. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui signent des accords en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés qui sont négociés avec les partenaires sociaux. Mais accessoirement, les partenaires sociaux ont aussi un rôle à jouer. Ce sont souvent eux que les salariés viennent voir quand ils ont des problèmes. Donc, mieux vaut échanger le plus simplement possible avec eux, d'autant plus qu'en général, le sujet de l'emploi des travailleurs handicapés est un sujet assez consensuel. Et c'est un sujet qui a ceci de particulier que l'intérêt du salarié et l'intérêt de l'entreprise sont les mêmes. Le salarié a intérêt à ce qu'il puisse continuer à travailler dans les meilleures conditions. Si ses besoins spécifiques sont pris en compte, il va pouvoir se sentir mieux dans son job, accessoirement être plus fidèle à l'entreprise, éviter éventuellement une inaptitude ou une démission pour une raison X ou Y, être plus efficace. Et s'il est plus efficace, c'est l'équipe de travail et l'entreprise qui sera plus performante. Donc tout ça pour vous dire que c'est un sujet assez consensuel et que sur ce sujet-là, l'intérêt du salarié et l'intérêt de l'employeur et de l'entreprise sont en général assez concomitants. Merci David. Avant de passer tu voulais prendre la parole, Anne-Laure? Je voulais juste compléter très très rapidement sur les questions, comme ça on y répond, et puis si on peut développer après, bien sûr, on développera en fonction du temps. Sur le TOC handicap, en fait, non, je ne le fais pas pendant la SEPH parce que pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, on a un timing extrêmement chargé, on a des animations globales pour l'ensemble du groupe pour avoir une base et après des actions vraiment sur le terrain avec tout le monde. Je le fais en dehors. Pourquoi? Parce que j'aime bien parler du handicap tout au long de l'année et donc du coup, ça fait une belle occasion de trouver un autre temps. Donc là, ce sera le 9 décembre et il y a 3 ans, c'était en avril. Donc c'est un petit peu volontaire. Et puis, oui, bien sûr, on intervient et on travaille avec les écoles. C'est essentiel sur l'ensemble des sujets de travailler tous ensemble, main dans la main. C'est exactement comme quand on travaille sur le sexisme, ça n'arrive pas aux portes de l'entreprise. Tous les sujets peuvent commencer bien avant. Donc l'idée, c'est de travailler tous ensemble parce que je suis convaincue que c'est tous ensemble qu'on aura la meilleure politique d'emploi pour tout le monde. Merci Je vais Anne-Laure. Si je peux me permettre, en Pardon. fait, c'est vrai que dans l'année, on a des moments qui sont dédiés à certaines thématiques comme le handicap, droit de la femme au mois de mars, le mois des Pride au mois de juin. Mais au-delà de ça, c'est bien d'avoir ces moments-là, mais c'est bien en fait de diffuser en fait ces informations et de pouvoir accompagner les collaborateurs, les clients, les candidats, etc. tout au long de l'année, parce que c'est un problème, un sujet, pardon, qui doit être diffusé tout au long de l'année et pas uniquement, c'est un premier pas, mais pas uniquement sur une période donnée. Merci Aurélien. D'ailleurs, garde la main Aurélien. On va aussi avoir bien sûr une partie sur les candidats, donc les personnes en situation de handicap qui cherchent un emploi ou qui sont en entreprise. Donc on va essayer de répondre très vite à cette question-là, mais on a déjà commencé à répondre aux questions, donc ça c'est plutôt pas mal. Aurélien, on a parlé de culture d'entreprise. Anne-Laure et David ont insisté sur le fait que c'était très important justement de créer cette culture inclusive. Est-ce que toi, dans les relations que tu as avec les entreprises clientes, c'est un sujet que vous devez aborder régulièrement? Bah, ça me semble assez évident parce que la problématique qu'on va avoir aujourd'hui et qu'on commence à avoir, c'est que tout le monde est convaincu par ces sujets hein, de diversité, d'inclusion, peu importe le sujet, particulièrement sur le handicap. J'ai envie de dire, chacun veut se sentir légitime pour en parler. Donc ça, c'est la première partie. Je pense qu'ensuite, il faut quand même être assez crédible. Donc, c'est-à-dire laisser la parole aux personnes qui sont concernées en premier lieu. C'est ce que Anne-Laure disait tout à l'heure. Parce que c'est ces personnes-là qui vont mieux savoir que nous ce dont elles ont besoin au final. Pour le coup, j'ai envie de dire, c'est un principe un peu communautaire et pas communautariste. C'est vraiment de partir des besoins des personnes les plus qui vivent le sujet au quotidien. Et derrière ça, au-delà de la légitimité, de la crédibilité, c'est l'action. C'est derrière ça, quelle activité on va proposer. Parce que c'est bien beau de dire je suis engagé, je donne la parole et j'illustre en fait par des cas concrets, mais c'est derrière ça, qu'est-ce que je fais pour changer les choses. Et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que la plupart de nos clients aujourd'hui, ils pensent le handicap par le recrutement. Donc ça, c'est une première chose, mais ça ne suffit pas. Elles peuvent finalement être soupçonnées de ne vouloir uniquement que remplir leur quota. Moi, je pense que, comme tu le disais, Vincent, il faut travailler sur la culture d'entreprise, sur la marque employeur. Déjà, pour attirer,
Mais attirer des talents, ça suffit pas. Il faut aussi pouvoir les garder à terme et faire en sorte que la personne puisse se sentir au même titre que n'importe qui comme unique dans l'entreprise, qui va apporter de la performance, qui va apporter, j'ai envie de dire, par son expérience, par sa pratique, tout simplement une plus-value à l'entreprise. Donc finalement, l'entreprise, quand elle va aller chercher des profils handicap dans son recrutement, il faut qu'aussi elle crée un climat inclusif pour que la personne se sente accompagnée, se sente comprise, qu'on puisse finalement répondre à ses besoins. C'est ce que disait David tout à l'heure. Et tout simplement garantir qu'elle puisse s'épanouir dans l'entreprise et se sentir considérée. Donc, en gros, la question, c'est de quoi les personnes, elles ont besoin au-delà du recrutement. Il ne suffit pas uniquement de remplir, comme je le disais, j'ai envie de dire, un quota, et puis derrière ça, on n'en parle plus et tout le monde est content. Mais derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avancer. Et ça, c'est particulier parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une injonction paradoxale, hein. On a une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, donc le ETH. Et en même temps, ce qui est compliqué, et notamment pour nous qui sommes partenaires des entreprises, c'est qu'on a une interdiction de discriminer. On a beaucoup d'entreprises qui vont, je vous donne un exemple, nous demander sur certains postes de ne présenter uniquement que des travailleurs handicapés. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que ce n'est pas possible parce qu'effectivement, on rentre dans une logique de discrimination positive et que quelque part, ça donnerait l'impression qu'on aurait certains postes qui ne seraient vraiment dédiés qu'à des personnes en situation de handicap et que du coup, d'autres postes, notamment je pense à des postes de cadre, à des postes de responsabilité, ne pourraient pas leur être proposés. Donc c'est vraiment sur ça qu'on essaye enfin c'est même pas qu'on essaye, qu'on se bat au quotidien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir au-delà de cette problématique de discrimination positive, de recruter avant tout pour les compétences, et puis peut-être de travailler au long cours. Moi, ce que je propose assez régulièrement aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est de travailler sur le long cours. C'est de ne pas uniquement attendre qu'on ait des postes auxquels qu'ils vont nous confier, etc., et qu'on va présenter des shortlists de candidats. Vous aurez une représentation de la diversité des hommes, des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes racisées, etc., etc. Mais aussi de pousser, de créer des passerelles en fait avec les candidats que l'on rencontre et qu'on va évaluer au quotidien, et de sourcer finalement ces candidats auprès de nos clients en leur disant, voilà, vous recherchez tel profil qui va être par exemple, je ne sais pas, sur de l'IT, sur des RH, sur de la finance, sur l'achat, etc., etc. On a ces candidats-là qu'on a évalués, qu'on a testés, qui ont ces compétences, qui peuvent pouvoir grandir aussi en termes d'expérience. Il se trouve qu'ils ont tel besoin parce que, je ne sais pas, ils ont besoin d'un aménagement de leur poste de travail ou un aménagement de leur temps de travail, donc pour pouvoir au mieux être intégrés. Et c'est ça qu'il faut pouvoir faire en fait. C'est au-delà des postes qu'on nous confie, c'est de pousser, d'avoir des messages sur des profils qu'on a rencontrés qui sont extraordinaires et qui peuvent apporter quelque chose de très concret au sein de l'entreprise. Donc, si je résume, c'est pas uniquement travailler que sur le recrutement, c'est travailler sur l'inclusion dans l'entreprise et voir sur le long terme aussi, effectivement, la façon dont on peut accueillir en fait des profils différenciés. Et quand on parle de handicap, on peut aussi y penser aussi pour d'autres populations. Je pense notamment sur la féminisation de profils, par exemple sur des profils tech ou ce genre de choses. C'est exactement la même problématique. C'est accompagner la culture de l'entreprise et la faire évoluer. Merci Aurélien. Accompagner la culture d'entreprise, la faire évoluer, ça va nous aider à répondre aux questions des personnes en situation de handicap dans le chat. Je vais donc faire un deuxième tour de table, et dans ce deuxième tour de table, je vous demanderai un exercice un peu compliqué, c'est d'essayer d'inclure dans vos réponses quelques réponses aux questions posées sur le côté, parce que le temps a filé et j'ai peur qu'on n'arrive pas à prendre trop de questions, à avoir une phase de questions-réponses par la suite. Donc on va rapidement regarder les questions ensemble, et puis en vous interrogeant, peut-être essayer de glisser une réponse aux personnes qui sont intéressées. Donc du coup, comment affirmer sa RQTH lors d'un entretien? Ça va faire partie de vos retours, notamment un entretien en visio. Ça, les écoles, tu as déjà fait, Anne-Laure. Comment essayer d'insister auprès des entreprises pour faire passer ces besoins en adaptation de poste?
Ça, c'est effectivement peut être compliqué. Peut-être un point sur, les troubles autistiques. Anne-Laure, peut-être, tu pourras nous faire une réponse sur les troubles autistiques. Je sais que tu connais très bien ce sujet. Et puis, ben, voilà, les entreprises, font de plus en plus de communication autour du handicap, et on a certaines personnes ont a priori l'impression que, le poids est porté sur elles. On leur demande de s'adapter à l'entreprise et pas, le contraire. Voilà. Donc on va commencer ce 2e tour de table. Anne-Laure, du coup, je te redonne la parole. Toi, quels conseils tu donnerais à des candidats, qui craignent d'être discriminés ou qui, ont envie d'arriver en entreprise, mais qui savent pas trop s'il faut parler de leur handicap ou pas? Alors, en fait, il y a plusieurs conseils. Et pareil, c'est comme tout à l'heure. En fait, il n'y a pas une bonne recette. C'est vraiment très personnel et ça dépend de vous, hein. Moi, j'aurais envie de dire, pour commencer, oser. Oser postuler aussi dans certaines entreprises. Nous, des fois, on remarque que des gens n'osent pas postuler. Et donc, j'ai envie de commencer par vous dire oser. C'est extrêmement important. On recrute et les entreprises, de manière générale, alors on fonctionne toutes différemment, mais sur l'ensemble des postes. Donc, c'est important de postuler. Et moi, si j'avais un conseil à vous donner, je trouve que c'est intéressant de mentionner la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés parce que ça permet tout simplement, il y avait une question sur les aménagements de postes de travail. Je trouve que c'est intéressant de l'avoir parce que dans ces cas-là, nos recruteurs, ou tout de suite, on va s'intéresser aussi aux besoins que vous avez, si vous en avez, parce que tout le monde n'a pas besoin d'aménagement de poste, mais ça va être important pour nous, déjà nous assurer que à l'occasion de l'entretien, tout est mis en place pour que vous soyez bien pour passer cet entretien. Ça, pour moi, ça me semble essentiel déjà. Et la deuxième chose, après, on va adapter, et du coup, j'ai fait un lien sur l'autisme. En fait, nous, il y a plusieurs sujets et plusieurs façons d'appréhender l'autisme. Il y a des personnes autistes avec une déficience intellectuelle, et là, on est en train d'aménager un programme spécifique dans nos usines. On a accueilli en un an 12 personnes autistes avec déficience intellectuelle dans nos usines, et on continue. Sur les troubles autistiques ou des difficultés, je voyais tout à l'heure, alors je suis désolée si je me trompe sur la question parce que je ne la retrouve pas bien, mais sur les aménagements de poste, effectivement, vous avez raison, on va beaucoup plus vers des flex, on va beaucoup plus vers des bureaux ouverts, je crois, un petit peu partout, mais on peut rechercher, quand c'est vraiment nécessaire, s'il reste des bureaux fermés, de mettre à titre exceptionnel des personnes dans des bureaux fermés pour le calme. On a aussi équipé des personnes, par exemple, de casques anti-bruit, donc c'est vraiment très variable d'une personne à l'autre. Mais vraiment, moi, je vous conseille d'en parler si vous vous sentez en confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, l'emploi, c'est une question aussi c'est une question de confiance et c'est une question de rencontre. Donc, pour moi, je trouve que c'est important de pouvoir en parler et de pouvoir donner vos besoins si vous en avez. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est vraiment mon conseil. Après, ce que je peux vous dire, ça peut moins fonctionner en d'autres. Ce que je trouve intéressant aussi, si vous avez eu au cours de votre carrière une période où vous avez été, tout simplement, vous avez mis soit votre carrière, soit vos études entre parenthèses pour des questions de soins. Ça peut être intéressant, en tous les cas, de dire que vous êtes en situation de handicap. Ça peut expliquer également aux recruteurs, ou ça peut aussi permettre, si vous avez des engagements, moi je suis toujours, alors c'est très particulier, hein, là je parle vraiment de moi, Anne-Laure Thomas, j'aime bien regarder également les engagements associatifs. Des fois, il y a plein d'autres compétences qui s'apprennent et c'est important de pouvoir penser à les mettre sur vos CV pour qu'on puisse voir comment on pourra l'adapter. Et puis encore une fois, alors j'ai parlé pour le groupe L'Oréal, nous on va chercher des personnes qui sont curieuses, qui ont envie, qui sont motivées. Bien sûr, il y a les compétences, c'est essentiel. Mais cette envie, cette motivation, faites-la ressentir, elle est extrêmement importante. Merci beaucoup Anne-Laure pour ces réponses. La motivation, extrêmement importante à faire passer. David, toi, les entreprises avec lesquelles tu travailles, comment elles font passer les entretiens? Est-ce qu'elles préfèrent qu'un candidat, déclare une RQTH? Est-ce qu'elles préfèrent aborder ce sujet après le recrutement? Comment ça s'organise, un peu le recrutement des personnes TH dans les entreprises avec lesquelles tu travailles, et quels conseils toi tu donnerais, puisque tu participes à une grande campagne de recrutement, avec Hello Handicap, qui va se dérouler prochainement. Quels conseils tu donnerais à des candidats en situation de handicap, en essayant d'intégrer une ou deux réponses à des questions, sur le côté? Alors, la première, je rebondis d'abord sur ce que disait Anne-Laure, hein,
Le premier conseil que je donnerais à un candidat, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, c'est d'exprimer ses besoins plutôt que son handicap. Il faut savoir que d'une entreprise à l'autre, les recruteurs sont plus ou moins sensibilisés à la question du handicap, les recruteurs sont plus ou moins à l'aise. Donc, si vous arrivez en frontal en disant j'ai tel ou tel type de handicap, ça peut mettre le recruteur mal à l'aise. Par contre, un recruteur ne va jamais recruter un travailleur handicapé en tant que tel. Il va recruter quelqu'un qui a des compétences et les compétences qu'il recherche pour le poste. Donc, mettez-vous en avant en tant que contrôleur de gestion, RH, technicien, que sais-je, en tant que votre métier, et glissez dans la conversation à un moment donné, une fois que vous avez ferré le poisson, si je peux me permettre, c'est le conseil que je donnerais, que pour travailler efficacement, vous avez besoin d'un siège ergonomique. Si toutefois vous avez des besoins, effectivement, ce qui n'est pas forcément le cas, besoin d'aménager vos horaires, besoin de je ne sais pas quoi, mais enfin, exprimez simplement vos besoins. Sur la question du statut de travailleur handicapé, il faut quand même que les candidats aient présent à l'esprit que les entreprises ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés et doivent compter 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Donc, j'ai coutume de dire que quand on a une belle expérience, des compétences rares, la RQTH ou le statut de travailleur handicapé, c'est un peu un fast-pass, comme on dit chez Disneyland Paris. J'ai connu des entreprises qui recrutaient à un très haut niveau. Et j'ai rencontré un informaticien qui est en fauteuil il n'y a pas très longtemps qui m'a dit « Moi, je ne serais jamais rentré dans cette entreprise si je n'avais pas mentionné mon statut de travailleur handicapé parce que je savais bien que j'avais un niveau de formation initiale un tout petit peu en dessous de ce que demandait l'entreprise. » Donc, lui m'a dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je n'en ai jamais discuté avec le DRH. Mais c'est aussi l'autre facette de l'histoire. Après, il faut que vous soyez à l'aise. Je rejoins ce que disait Anne-Laure. Si vous êtes à l'aise avec votre situation, vous pouvez en parler. Si vous n'êtes pas à l'aise, en général, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des candidats qui font leur coming out, si je puis dire, au moment où ils sont confirmés après la période d'essai. Parce qu'ils ont vu que l'entreprise était ouverte, qu'il n'y avait pas de problème. Par contre, moi, je reste convaincu que ces candidats-là se sont mis en risque. Se sont mis en risque parce que l'entreprise a quand même une obligation et un intérêt à répondre à vos besoins spécifiques. Et donc, si vous exprimez vos besoins spécifiques au moment de l'entretien, ça laisse le temps à l'entreprise de les préparer. Et dès le premier jour, vous pourrez travailler dans les meilleures conditions. Si je suis malentendant et que je ne vous ai pas expliqué que je l'étais et que je me retrouve dans un open space hyper bruyant entre la machine à café et la photocopieuse, avec mes collègues à côté de moi et pas en face, je vais être en galère, faut dire les choses. Alors que si je l'ai expliqué, on peut tout simplement réaménager mon bureau pour que j'ai mes collègues en face et peut-être que je sois dans un coin un peu plus calme de l'open space. Donc voilà, je prends cet exemple-là pour montrer que expliquer ses besoins spécifiques, en l'occurrence un coin calme parce que j'ai un léger problème d'audition, ça peut aussi être un avantage et ça peut vous permettre dès le début d'être certain ou d'avoir plus de chance en tout cas, de travailler dans les conditions qui vous conviennent. Je peux compléter deux petites choses, Vincent? Oui. Il y a eu des changements qui sont assez intéressants. J'ai vu sur le taux d'emploi, je vais vous répondre. Il y a aussi des choses que je trouve intéressantes dans ces nouvelles façons de travailler, c'est qu'il y a pas mal de flex, où il y a pas mal de télétravail et ça peut permettre aussi de diminuer les temps de transport, la fatigabilité dans les transports et sur ces problèmes de bureau de flex, parce que c'est vrai, sincèrement, on ne peut pas changer quand on a des étages entiers en flex, c'est la tendance des entreprises. Hein. Nous, ça dépend de nos bâtiments, mais sincèrement, quand j'ai des étages entiers de flex, c'est très compliqué d'avoir des bureaux à part. On a des bulles, mais c'est voilà, on y réfléchit aussi, hein, on est en train de voir comment on s'adapte parce qu'on n'est pas parfait et c'est important aussi d'avoir toutes les remontées pour travailler. Mais je pense que le flex peut changer. Sur le taux d'emploi, j'y réponds très rapidement. Donc, vous savez maintenant le taux d'emploi, ce qui a changé, quelqu'un a posé la question, c'est qu'on ne regarde plus que le taux d'emploi direct. Avant, on regardait le taux d'emploi direct plus le taux d'emploi indirect, c'est-à-dire les achats qu'on passait auprès du secteur protégé et adapté. Aujourd'hui, on regarde juste les personnes qui sont dans l'entreprise. Et donc, sur le réel, on était à plus de 6%. Maintenant qu'on regarde que le taux d'emploi, on a 5,4%. Donc, pour une obligation légale qui est de 6%. Donc c'est un taux qui est plutôt bien en France, mais qui pour nous n'est pas satisfaisant. On veut vraiment, dès qu'il y a les compétences, hein, et vraiment, je le redis, l'envie, la motivation, l'idée c'est d'intégrer, et je précise d'intégrer à tous les niveaux. Il y a aussi un sujet, je crois qu'on n'a pas abordé, qui me semble important, mais que je trouve assez difficile à travailler, ce qui est un de mes axes de travail, c'est notamment les rôles modèles. Moi, j'aimerais beaucoup
que la parole se libère. Et c'est vraiment ce que je veux faire, c'est travailler sur les rôles modèles. Alors, et pardon, je réponds encore aux questions sur les apprentis. J'ai pas cette donnée précise, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le groupe L'Oréal, on a pas mal de personnes en apprentissage, on a pas mal de personnes en stage. C'est pour nous des viviers, en fait, pour passer en CDI. Donc, les personnes qui viennent chez nous en apprentissage, qui font un bon apprentissage, qui ont une situation de handicap ou pas. Et c'est ça qui est important, c'est donner les mêmes chances à tous, poursuivre. Et en général, c'est une bonne façon d'intégrer le groupe. Mais après, il n'y a pas que cette façon. Moi, je suis un exemple. Hein, je suis arrivée chez L'Oréal en deuxième partie de carrière. Donc, je ne fais pas partie des gens qui sont arrivés au tout début, bien au contraire. Excusez-moi, j'essaie de répondre très très vite. C'est gentil Anne-Laure, comme ça on a répondu déjà à pas mal de questions. Aurélien, du coup, pour finir ce tour de table, et après, s'il nous reste 2-3 minutes pour répondre à une question qui reste, ce sera top. Toi, tu pilotes un réseau d'une quarantaine de recruteurs spécialisés, enfin des référents qui ont décidé de s'impliquer sur la question du handicap, puisque pour répondre à une des questions qui est passée dans le chat tout à l'heure, on n'a pas de personnes encore aujourd'hui complètement spécialisées sur la question du handicap dans nos recruteurs, mais peut-être tu pourras nous éclairer tout ça, Aurélien, je pense. Oui, tout à fait. En fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle. On ne va pas se mentir, on ne va pas changer des dizaines d'années de discrimination comme ça du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il faut avoir ce discours de vérité à un moment donné. Et voilà. Bon, moi, par contre, ce que je constate depuis 2 ans, notamment depuis l'arrivée Covid et puis cette réforme de l'OETH l'année dernière, c'est quand même qu'on a quand même une demande mais flagrante qui a vraiment augmenté de la part de nos clients et de nos prospects sur du sourcing en fait de talents qui vont se trouver être en situation de handicap pour le coup. Mais tous les niveaux, Aurélien? Parce que dans le chat, on voit que les personnes, a priori, ont des difficultés à accéder à des postes à responsabilité du fait de leur handicap. Cette demande, elle est faite sur tous les niveaux de poste? Alors, sur tous les niveaux de poste, plus particulièrement pour ce qui nous concerne, nous, chez Page, on travaille beaucoup sur des profils cadres confirmés notamment, surtout sur ces postes-là, en fait. La difficulté, c'est que plus particulièrement sur les profils cadres, on n'a pas énormément de candidats qui déclarent leur QTH. Et puis moi, je voudrais donner simplement un petit élément. La loi nous empêchait jusqu'à l'année dernière, jusqu'en mai 2020, dans les cabinets de recrutement, de pouvoir indiquer, quand bien même le candidat nous parlait de son handicap, on ne pouvait pas noter dans nos bases de données en fait que la personne en fait présentait un handicap. On n'allait pas noter quel type de handicap, etc. Mais en fait, on était en incapacité de pouvoir avoir une action positive sur ces profils-là, donc vraiment de les mettre en avant et de les pousser auprès de nos clients, tout simplement parce que la loi nous empêchait de le faire. Et du coup, le défenseur des droits nous a donné une autorisation en disant, en fait, si on veut du changement, si on veut faire bouger les lignes, si on veut avoir une action positive, il y a un moment, il faut que les cabinets, notamment, puissent modifier tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a développé, en fait, alors on n'a pas attendu cette autorisation, mais ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on a développé en fait ce réseau de 40 consultants qui sont référents sur les TH. Donc c'est-à-dire que systématiquement, leur rôle, c'est de pouvoir identifier, d'aller chercher ces profils-là, de les valoriser dans notre base de données et surtout emmener leur équipe qui travaille avec eux en fait pour pouvoir les inciter à présenter et pusher entre guillemets ces profils chez nos clients. Est-ce que ça suffit pour autant? J'ai plutôt tendance à dire non, il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin. Là, aujourd'hui, moi, j'ai le projet dans mon équipe de recruter une personne qui va être vraiment en charge de pouvoir accompagner ces profils qui sont des talents pour le coup, qui sont souvent mis de côté, de leur démontrer pourquoi c'est important peut-être de parler de leurs besoins très très tôt parce que nos clients le demandent, de pouvoir aussi accompagner nos clients, j'ai envie de dire, je veux dire en termes de pédagogie et peut-être en termes d'apprentissage aussi pour leur expliquer pourquoi il faut les embaucher. Mais au-delà de le pourquoi, enfin le faux il y a qu'à, enfin c'est pas tellement le sujet, mais c'est peut-être aussi déconstruire les stéréotypes. Parce que moi, souvent, ce que je remarque chez les clients, c'est que les RH nous suivent, mais à 100%, il n'y a aucun problème. Le problème se situe plutôt au niveau des opérationnels qui recrutent, qui vont, par exemple, travailler sur de la finance, sur du marketing, sur des achats, etc., etc. Et en fait, qui ne connaissent pas du tout la problématique du handicap et qui arrivent avec leur représentation, leurs clichés, etc., qu'il faut pouvoir déconstruire, notamment, parce que le nombre de fois où j'ai entendu dire... Bon, nous, au final, on cherche des personnes qui nous ressemblent. Alors,
Attention, hein, quand je dis ça, ça ne veut pas dire pas de handicap, pas de personnes de couleur ou pas de femmes, c'est pas ça. C'est plutôt de recruter des personnes qui vont avoir tel type de diplôme, souvent aussi tel type d'école ou qui va avoir une telle trajectoire professionnelle. Mais en fait, ça, enfin, les professionnels qui disent ça, merci Kevin. Les professionnels qui disent ça, en fait, finalement, essayent de se rassurer et essayent de faire des recrutements un peu, allez, je vais lancer le mot, qui vont être celui du... en fait, on va recruter la même chose, c'est du clonage quelque part d'une certaine façon. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on va arriver dans une situation où on va chercher une altérité pour de la performance, pour de la créativité, pour le niveau de l'innovation, et qu'on arrive aussi d'une certaine façon sur le marché de l'emploi sur une situation pénurie. Et moi, ce que je dis, c'est que la diversité, ça peut être une solution. C'est plutôt que de réfléchir en termes de dire, bah, sur ce poste-là, il nous faut 5 compétences clés, c'est de se dire, bah, peut-être que ces 5 compétences clés, elles sont peut-être pas clés. Il y en a peut-être que 2 qui sont véritablement clés sur ces 5 compétences et qu'on peut peut-être aller chercher d'autres profils qui, par leur expérience, par leur engagement, ce dont parlait Anne-Laure tout à l'heure, et puis également par leur capacité, ce qu'on appelle les soft skills, les qualités personnelles de la personne, peuvent monter sur ces postes et peuvent apporter des choses différemment. Aujourd'hui, en plus, on est dans une société, on est dans un environnement où on va être face à des problématiques, finalement, qu'on va chercher à répondre de manière différenciée. C'est-à-dire que si on recrute des personnes qui nous ressemblent et qui vont tout le temps réfléchir de la même manière, on ne va pas apporter des solutions innovantes et on ne va pas être d'autant plus performant sur le sujet. Donc, c'est important en fait de pouvoir aller là-dessus. Et pour finir, et je finirai simplement pour ça, notre rôle aussi, au-delà de pousser les candidats, de les accompagner, de les tester et de les présenter et de créer des passerelles avec nos clients, c'est aussi de pouvoir peut-être accompagner nos clients sur du training. Donc, systématiquement en partant en fait d'exemples précis ou de cas pratiques qu'ils ont pu rencontrer en interne pour les faire réagir. C'est pas uniquement du top-down en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est aussi de partir d'exemples concrets en fait pour faire la différence. Parce que c'est par, à mon avis, de l'échange qu'on arrive à faire bouger les choses aussi. Et puis autre chose, c'est qu'on crée de plus en plus des workshops avec nos clients. Anne-Laure, je peux peut-être en parler du coup, parce qu'effectivement, on l'a fait avec L'Oréal depuis 1 an et on a vu véritablement des changements assez importants au niveau des populations RH et des opérationnels qui recrutent, dont je parlais tout à l'heure, où, pour le coup, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur les pratiques et puis faire en sorte qu'on puisse avoir un lien sur le long cours entre des candidats qu'on va rencontrer, qu'on va pousser chez nos clients, de les faire systématiquement rencontrer chez nos clients et nos prospects et faire qu'à terme, ils puissent être embauchés. C'est comme ça aussi qu'on fait la différence. Ça prend un petit peu de temps, mais il faut y aller. Et simplement, encore une fois, ce que je voudrais dire, envoyez-moi vos CV. Vous avez mon adresse directement sur la partie handicap. On a effectivement des actions très concrètes qu'on est en train de mettre en place depuis 1 an, c'est-à-dire qu'on pousse les candidats qu'on a pu voir qui ont des talents auprès de nos clients, leur disant, voilà, ils ont tel profil, ils ont telle compétence, contactez-les, rencontrez-les, et nous, on est là pour vous accompagner au mieux, candidats comme clients, pour pouvoir faire la différence dans la société tout simplement qui nous entoure. Alors, je sais que vous avez tous des agendas hyper chargés, mais j'espère que vous aurez le temps de prendre une dernière question chacune et chacun. Peut-être, Anne-Laure, ou j'ai envie de te demander, j'ai vu une question passer là tout à l'heure. Est-ce que je vais la résumer et je m'excuse auprès de la personne qui l'a rédigée, parce que je vais sûrement mal la retranscrire parce que je la retrouve. Ah, ça y est, je l'ai retrouvée. Pour quelles raisons recrutez-vous des personnes en situation de handicap? Pour des raisons fiscales? Point d'interrogation. Comment les mettez-vous en valeur sur des postes à responsabilité? Donc ça me paraît hyper important, de qu'on puisse répondre à cette question. Et puis il y en avait une autre qui allait un peu dans le même sens, qui était pourquoi, voyez-vous les personnes en situation de handicap comme des personnes différentes des autres employés? Voilà, je ne sais pas si tu peux essayer de faire Non, une synthèse des 2 et puis après David, une dernière question et Aurélien, une dernière question. je vais être très rapide. Non, pas du tout pour des questions fiscales. C'est vraiment dans l'ADN du groupe L'Oréal, qui est un groupe très engagé sur l'ensemble des sujets
Donc, c'est absolument pas pour des questions fiscales, c'est plus parce qu'on a besoin de tous les talents, toutes les compétences. Et avant le handicap, on a des personnes et c'est les personnes dont on a besoin. Donc on a besoin de toutes et tous. Bien sûr, encore une fois, en fonction des compétences, de la motivation, de l'envie, de la curiosité. Et il y a des questions pour postuler. N'hésitez pas. Et merci Vincent. Hein, on a fait un lien spécial pour justement. Mes recruteurs ont fait un lien hier pour que vous puissiez envoyer tous vos CV. Et après, moi, je ne suis que le relais. Tout ça est traité par nos recruteurs parce qu'il n'y a pas de discrimination positive. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Et puis, il y avait une question, je crois, sur tous les postes. Je me trompe. En fait, on ne recrute pas. J'ai vu aussi des questions sur les stages et alternants. Je disais que c'était un gros vivier de recrutement chez nous, ce qui est vrai. Mais on recrute sur tous les postes, sur tous les métiers, que ce soit à la recherche, que ce soit aux opérations, que ce soit dans nos sièges, que ce soit à la communication, que ce soit en RH, que ce soit en fiscal. Enfin, voilà. Donc, on ne peut pas vous dire quels sont les postes qui seront ouverts à chaque fois, mais on recrute sur tous les postes et à tous les niveaux. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Je suis désolée. C'était très bien. Tu as parfaitement répondu. Toi, David, du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit et pour répondre peut-être à une question que tu aurais vue dans la partie chat, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais aborder ou parce que je sais que ton discours est plus en direction des entreprises et on a beaucoup de questions là de personnes en situation de handicap sur la fin. Alors, par contre, je ne les vois pas pour une raison que je ne maîtrise pas. Je ne vois absolument pas les questions du chat. Donc, si tu en as une, je suis preneur. Je sais pas, par exemple, mais je suis pas sûr que tu sois du coup la personne. Je pense que tu pourrais y répondre de toute façon, tu es un spécialiste sur la question du handicap et de la diversité. Les employeurs demandent des compétences, mais il faut que l'entreprise accepte d'avoir dans ses employés des personnes en situation de handicap et il n'y en a pas beaucoup qui acceptent. Moi, j'avais le sentiment justement que les entreprises étaient de plus en plus en train de faire une mutation depuis ces 15 dernières années, depuis la loi de 2005, et qu'aujourd'hui, il y avait plus trop d'entreprises qui disaient moi, pas de personnes en situation de handicap chez moi. Je me trompe ou parmi les personnes qui te contactent encore aujourd'hui pour faire appel à tes services, tu as des entreprises qui sont au tout début, au balbutiement de leur politique handicap? Alors, effectivement, je vais commencer par la fin. Le point très surprenant, c'est qu'on a encore des entreprises qui nous contactent et qui en sont au balbutiement de leur politique handicap, ou alors des entreprises qui relancent parce qu'il y a eu un changement d'organisation, changement d'interlocuteur, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Par contre, sur la question que tu as posée, elle me gêne. Elle me gêne parce qu'elle oppose handicap et compétences. Et oui. Le handicap n'empêche absolument pas les compétences. Il y a plein de personnes autour de moi qui sont bien plus compétents que moi, avec des handicaps beaucoup plus lourds que moi. Tout dépend du métier. Ce qu'il faut arriver pour les candidats à montrer, encore une fois, ce sont leurs compétences. Et que peut-être arrivent-ils à travailler comme les autres. Ça, c'est ils arrivent à travailler comme les autres, peut-être différemment. C'est ça qu'ils doivent expliquer en entretien. Mais encore une fois, j'ai un ami et partenaire qui est né sans bras, je vous promets qu'il cuisine beaucoup mieux que moi, etc., etc., etc. Donc, on a chacun des compétences. Et c'est pour ça, encore une fois, je reviens sur ce que je disais au début, que je préfère parler de besoins spécifiques que de handicap, parce que dans la culture française, le handicap renvoie à tort à une impossibilité de. Encore une fois, il faut arrêter d'opposer ça et les entreprises recrutent des personnes qui sont compétentes. Quoi qu'il en soit, aucune entreprise ne va recruter une personne uniquement parce qu'elle est travailleur handicapé. Ça, c'est archi faux. Après, elle a l'obligation de toutes les façons de répondre aux besoins spécifiques de la personne et elle y a intérêt, encore une fois, parce que la personne sera beaucoup plus efficace si son employeur répond à ses besoins spécifiques. Et pour rebondir sur ce que disait Aurélien tout à l'heure, sur le clonage, etc., aujourd'hui, on a créé Telmisotruf, donc première agence de communication spécialisée sur les sujets du handicap et de la diversité il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on avait une intuition que la diversité rendait l'entreprise plus performante. Depuis 5 ans, on voit fleurir énormément d'études de très grands groupes qui ne sont pas réputés pour être spécialement altermondialistes, des Boston Consulting Group, des Bain, des PwC, des EY, etc., etc.,
qui tous, avec des chiffres un tout petit peu différents, mais montrent que la diversité est un véritable levier de performance. Alors là, je le dis, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais il y a plein d'études qui circulent, qu'on peut retrouver sur Internet, qui toutes vont dans le même sens, et je pense que vous ne me contredirez pas en ce sens. Non. Alors peut-être un mot de la fin avant de laisser Aurélien conclure. Exactement, juste un petit mot parce que je trouve que c'est intéressant et je regarde en même temps les questions. Alors, on ne peut pas répondre à toutes, on en est désolé. Effectivement, en général, dans les entreprises, on préfère qu'il y ait une reconnaissance parce que on a un taux également, il faut se le dire, et on essaye, et nous, on a très envie de le dépasser, et on est très, voilà, parce que ça nous semble hyper important d'être très inclusif, de représenter la société, et c'est ça qui est important. Ce que je voulais vous dire également, je vois la question du DRH, et effectivement, il y a vraiment des mauvaises rencontres, mais il y a aussi plein de belles rencontres. Donc, si j'ai aussi un conseil, c'est que si malheureusement, et j'en suis désolée pour vous, la rencontre avec un recruteur, avec un DRH, avec un manager n'est pas bonne, vous n'êtes pas sur une personne qui a été sensibilisée, au handicap, j'en suis désolée, mais j'ai qu'une envie, rebondissez et continuez, parce que vous allez faire aussi plein de belles rencontres, et il y a plein de beaux exemples. Bon, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui donnent des adresses mail pour récupérer des CV. Bon, on est ravis que cette réunion ait pu permettre la rencontre de personnes en situation de handicap avec des entreprises. Aurélien, tu avais levé la main tout à l'heure. Tu voulais rebondir sur un des éléments de David? Oui, effectivement, je trouve Et ça. ce sera le mot de la fin. Merci. Quelle responsabilité. Non, ce que je veux dire derrière ça, c'est que au-delà, enfin, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, en fait. Au-delà, en fait, de l'engagement des boîtes qui disent on est engagé sur le handicap, on est engagé sur la féminisation, blablabli, blablabla. Derrière ça, c'est donner la parole et des actions concrètes. Mais les actions concrètes aussi, c'est accompagner ses collaborateurs et ses formateurs. Parce que j'ai vu la question du DRH, justement, qui pose la question, quel est votre handicap? Typiquement, en fait, il y a des petits trucs et astuces qui permettent justement de parler des besoins, comme on parlait tout à l'heure David, et pas du handicap, ou pas enfin, peu importe si la personne habite un petit peu loin ou qu'elle est, parce qu'il y a ces logiques aussi, centre-périphérie, parfois on le voit dans les CV, quand la personne habite un peu loin ou qu'on estime qu'elle va être trop loin pour venir au boulot, en fait, c'est pas notre problème. Et c'est pareil quelque part pour, j'ai envie de dire, les questions du handicap. C'est quels besoins, en fait, peut adapter l'entreprise. Et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ça, c'est aujourd'hui, prenez en compte entreprise et considérez les candidats aussi. Vous avez une force par rapport à la marque employeur des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on cherche plus simplement un travail, un salaire, on cherche aussi un environnement qui va donner du sens, qui va accompagner ses collaborateurs en termes de qualité de vie au travail, et toutes les questions qui ont été posées par rapport aux open space, aux bureaux fermés, etc. Ça rentre dedans aussi. Et puis derrière ça, c'est comment on accompagne les collaborateurs à lutter contre leurs clichés et leurs représentations. Et là, je reviens sur cette question de stéréotypes pour le coup, parce que en fait, la problématique aujourd'hui, la discrimination, pour moi, elle est plus de l'ordre de l'ignorance, en tout cas des personnes qui sont différentes de nous, plutôt que d'une véritable volonté en fait de vouloir faire une différenciation entre les personnes. Pour moi, le sujet, il est là. Donc, il faut vraiment investir sur des talks, des workshops, des groupes de travail qui partent en fait sur des situations bien précises rencontrées au niveau de l'entreprise, et arrêter de parler dans l'absolu, en fait, de dire bon, le handicap, il faut faire ci ou faire ça, sur la féminisation, il faut faire ci et faire ça, etc., etc. Pour moi, le sujet, il est là. Merci beaucoup Aurélien. On est vraiment désolé, les agendas sont ce qu'ils sont, et on va devoir arrêter cette réunion. Pour les personnes qui n'ont pas pu voir la totalité de la présentation, un lien vous sera envoyé avec un replay. Donc merci à votre participation, merci d'avoir été aussi nombreux à nous écouter, à nous poser des questions, et surtout merci, un grand merci à Anne-Laure Thomas-Briand de L'Oréal, à David Hertz de Tell Me the Truth et à Aurélien de Page Group. Aurélien Bocan, pardon, je le connais bien, c'est pour ça que j'ai oublié le Bocan. Aurélien Bocan de Page Group. Merci beaucoup à vous pour ces témoignages transparents, très clairs, qui j'espère auront apporté autant aux entreprises qu'aux candidats en situation de handicap qui recherchent un emploi. Si vous avez juste une toute petite seconde pour rester connecté, chers speakers, nous vous en serions très gré. Et pour les participants, je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine, et j'espère que vous trouverez le métier de vos rêves
rêve très prochainement, que vous soyez en situation de handicap ou pas. Voilà, à très bientôt, peut-être pour un autre talk sur ce sujet ou un autre. Au revoir à tous.